Nous allons commencer la première partie avec 3 intervenants effectivement sur le thème « Se nourrir et bien vieillir ». 3 intervenants très distincts, un sociologue, un homme de terrain et une experte en sensorialité. Et juste une petite précision, puisque j'ai oublié de vous le dire avant ce début de matinée, si vous pouvez éteindre complètement vos portables et vos tablettes également qui entraînent des interférences pour l'enregistrement et pour les différents, notamment traducteurs, ce serait très gentil. Alors j'accueille Monsieur Étienne Goulet, qui est le premier intervenant de cette partie « Se nourrir et bien vieillir », un acteur de terrain, voilà, administrateur d'AGE Plateforme, notamment Europe, qui est à Bruxelles et qui est ingénieur de formation. Donc, on est ravis d'avoir un spécialiste des affaires européennes qui va nous éclairer sur tout ce vaste programme. Bon, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette journée, mais je vois surtout une reconnaissance pour les activités du réseau EDGE. Donc, ce réseau EDGE Plateforme, comme vous le mentionnez, est basé à Bruxelles. C'est une tête de réseau qui rassemble aujourd'hui 165 associations de personnes âgées ou qui œuvrent exclusivement au bénéfice des personnes âgées. Alors, nous avons des activités multiples, principalement si nous luttons contre les discriminations par l'âge, les problèmes de pauvreté chez les personnes âgées, l'exclusion sociale, retraite et prolongation de la vie active, vie autonome en bonne santé et adaptation aux nouvelles technologies. Alors, comme le disait M. Bonduel, nous sommes dans l'année 2012 qui a été baptisée Année européenne et du vieillissement actif par les autorités de l'Union européenne. Et à ce titre, nous avons à Bruxelles constitué une coalition de 55 réseaux européens et nous avons pensé qu'il fallait faire la même chose en France. Et donc, les membres français adhérents de EDGE, qui sont aujourd'hui environ une trentaine, ont mis en place un collectif qui aujourd'hui rassemble plus de 60 associations représentatives du milieu associatif français et de la société civile. Et nous travaillons sur 4 domaines d'emploi: l'emploi, la vie sociale, la vie autonome en bonne santé et la solidarité entre les générations. Alors, ce thème de l'année 2012, il a été bien choisi parce que si vous regardez les portails de l'Union européenne, vous y verrez en toutes lettres, et je cite, « Le vieillissement démographique constitue l'un des plus grands défis économiques et sociaux du XXIe siècle pour la société européenne. Tous les États membres de l'Union européenne sont concernés et le phénomène aura des répercussions dans tous les domaines d'action politique. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet qui est mis en place par l'Union européenne regarde des aspects sociaux, économiques, mais également l'impact démographique. Parce que nous avons un phénomène de vieillissement qui est double au niveau de l'Union européenne. Nous avons un vieillissement par le haut qui est par exemple très net en France, allongement de la durée de vie. Et en France, par exemple, les baby-boomers atteindront l'âge de 60 ans vers 2015-2035 et aujourd'hui, beaucoup parmi les 60 ans atteindront peut-être le stade de centenaire. Mais vous avez aussi, alors on a une bonne démographie, mais ce n'est pas le cas de tous les États. Vous avez un vieillissement par le bas dû à la baisse de la natalité, tout particulièrement en Allemagne et dans les pays de l'Europe de l'Est. Et lorsqu'on parle de comparaison entre la France et l'Allemagne, je crois qu'on sous-estime bien souvent ces différences démographiques. Alors, si vous voulez, cette évolution démographique implique des contraintes sur le financement des retraites, des soins de santé, mais il faut le voir d'une manière positive puisque depuis 30 ans, nous gagnons un trimestre de vie supplémentaire chaque année. Ce qui est énorme et qui peut-être va se stabiliser, mais enfin nous sommes la première, nous seniors, la première génération à prendre une retraite et pour la grande majorité d'entre nous, pouvoir vivre 15 à 20 ans en bonne santé après l'arrêt de notre activité, ce qui nous permet de faire des activités un peu plus bénévoles.
Alors bien sûr, c'est dû au progrès de la médecine, de la protection sociale, mais il y a bien d'autres causes. Il faut maintenir une activité sociale chez les seniors, des activités sportives, une bonne hygiène de vie et bien entendu les progrès de l'alimentation. Alors l'alimentation fait partie de la bonne santé. Ça a toujours été une des préoccupations de l'Union européenne. Au niveau notamment de la sécurité alimentaire, c'était un axe prioritaire. Alors l'Union européenne, à l'inverse de l'ONU, ne reconnaît pas un droit universel à l'alimentation. Elle n'est pas spécifiquement mentionnée dans la Charte européenne des droits fondamentaux que vous connaissez. Cette Charte européenne des droits fondamentaux est, depuis le traité de Lisbonne, contraignant, au même titre que les autres textes de l'Union européenne. Mais alimentation et nutrition sont toujours sous-jacents dans les différents articles de la Charte. L'Union européenne soutient des projets de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées. C'était lancé il y a quelques années par le commissaire tchèque, le commissaire Spidla. Et à la suite, on a développé le projet Eustacea qui s'occupe, si vous voulez, d'une stratégie européenne pour combattre la maltraitance. Ce projet a développé une charte européenne des droits et responsabilités des personnes âgées qui nécessitent des soins et une assistance de longue durée. Elle existe depuis 2010. Elle sert de référence au niveau européen. Et je dois dire que la Fondation Bonduelle y a largement contribué, notamment pour ce qui a trait au droit de recevoir une alimentation adéquate et adaptée. Alors vous avez un nouveau projet maintenant, We Do, qui est un partenariat européen pour le bien-être et la dignité des personnes âgées, qui fait suite et qui cherche à définir un cadre de qualité pour les services aux personnes âgées, dans lequel, si vous voulez, la nutrition va jouer un rôle très important. Alors en France, vous le savez bien entendu, il y a un plan national de santé publique qui a été mis en place il y a 10 ans. Il est périodiquement réévalué. On peut citer également le plan Bien vieillir 2007-2009 et qui a été prolongé plus récemment par un plan pour les années 2011-2015. Alors dans ce plan, la nutrition fait partie de chapitres spécifiques et de multiples projets, actions pilotes sont mis en place et il faut encore les coordonner un peu mieux. Alors de nouveaux progrès sont possibles. L'OMS, au plan mondial, où la durée de vie et l'espérance de vie est beaucoup plus faible qu'en Europe, voit possibilité de prolonger de 10 ans la vie en bonne santé au niveau mondial. L'Union européenne, plus modestement, mais dans son plan 2010-2020, si vous voulez, qui fait suite au plan de Lisbonne, vise à augmenter de 2 ans la durée de vie en bonne santé, car c'est pas le principal objectif, c'est pas uniquement d'augmenter l'espérance de vie, c'est d'augmenter la durée de vie en bonne santé. Alors qu'avec tous les dérèglements financiers que nous connaissons aujourd'hui sur les plans économiques, écologiques, sociaux, viennent de nouveaux défis. Et il est sûr que la crise fait peser potentiellement de graves menaces sur la santé des populations. Et nous, par exemple, mes collègues des Petits Frères des Pauvres, qui voient beaucoup de personnes en situation de pauvreté, qui nous disent, il faut opérer entre différents facteurs. Est-ce que nous améliorons nos logements? Est-ce que nous augmentons nos dépenses ou nous essayons de contrôler nos dépenses d'énergie et de chauffage? Mais quelquefois, il faut arbitrer entre ces dépenses et une bonne alimentation en quantité et en qualité. Donc c'est tout l'intérêt d'une journée comme celle qui a été organisée aujourd'hui par la Fondation Bonduelle. C'est au moment où alors le programme stratégique de l'Union européenne se développe maintenant au niveau d'un partenariat européen d'innovation pour le vieillissement actif et la bonne santé. Il s'agit de prolonger l'année 2012 jusqu'au moins 2020, de manière à couvrir les principaux thèmes qui sont la malnutrition et l'obésité, qui sont les deux grands problèmes au plan européen. Et nous souhaitons, voir l'industrie alimentaire prendre ses responsabilités, s'engager activement dans ce programme. Alors, si après cette vue un petit peu européenne,
Je voudrais simplement, avant que les spécialistes ne prennent la parole, vous dire comment nous, sur le terrain, nous souhaitons voir aborder les questions d'alimentation et de nutrition. Alors bien sûr, on parle de seniors. Nous, on veut toujours bien distinguer, si vous voulez, les tranches d'âge, parce que entre un senior de 60 à 75 ans et une personne qui arrive à 75 ans et qui commence à connaître malheureusement l'évolution irréversible du vieillissement, qui devient inéluctable, il faut bien distinguer. Encore que sur le plan alimentaire, les besoins énergétiques, calorifiques de la personne très âgée diminuent peut-être un peu, mais parce qu'il y a moins d'activité physique, mais le métabolisme de base, si vous voulez, l'énergie nécessaire pour renouveler les tissus et les protéines, moindre degré de l'énergie musculaire, reste primordial. La fonction digestive, il faut entretenir lorsqu'on vieillit, sa dentition et son estomac, le soigner. Je pense que si on dit je vieillis et je mange moins, ça peut se révéler inapproprié. Alors, il faut beaucoup surveiller les carences. Bien sûr, quelquefois, c'est un peu tard. L'ostéoporose doit se prévenir dès le jeune âge, de même que la carence en fer ou en vitamines. Et pour les personnes âgées, je crois qu'il faut plutôt se concentrer sur la question des régimes qui varient avec l'avancée en âge. Nous risquons d'être plus sensibles au diabète, au cholestérol, au régime. Il vaut mieux des régimes sans sel. Mais par exemple, donner des quantités de lait à boire aux femmes âgées, ça c'est contre l'ostéoporose, c'est trop tard et ça ne sert pas à grand-chose. Chez les seniors, je verrais plutôt les risques de diabète type 2, le cholestérol, d'une manière générale, une alimentation trop riche, trop grasse, trop pauvre en fibres. Mais c'est, si vous voulez, au-delà de l'alimentation, je voudrais insister sur les conditions de vie. C'est là que peut-être les dangers sont plus les menaçants. Et je voulais parler de la dénutrition. Alors, si j'ai encore un peu de temps... Oui, assez rapidement. Ça va ? Oui, encore si j'ai encore un peu de temps. Une minute ? Une minute, oui. Il faut bien distinguer ce qu'est vie à domicile et vie en institution. Alors, la vie à domicile, c'est favorisé par les personnes âgées maintenant. Enfin, c'est leur préférence. Mais elles ne voient pas toujours que c'est un choix qui n'est pas dénué de péril. Départ des petits-enfants, isolement géographique, solitude, surtout en cas de veuvage. La personne est souvent seule à table devant son poste de télévision. Elle perd le goût du bon repas. Il faut compenser, c'est par la vie sociale, l'appartenance à un club, avec la famille, utiliser les médias, radio, téléphone, les réseaux d'écoute. Enfin, il y a, disons, pour la personne âgée à domicile, beaucoup de périls, de risques d'isolement. Et il faut ensuite, il faudrait que les fournisseurs, enfin, ils le font déjà, je pense, s'intéressent beaucoup à ce secteur de consommation. Emballage et facilité d'usage, développement durable et qualité biologique. Enfin, c'est pour des plats qui ne sont pas toujours adaptés aux personnes par exemple, âgées qui n'arrivent pas forcément dans un plat cuisiné à ouvrir peut-être l'emballage ou à bien voir. Pour une personne âgée toute seule, il faut ouvrir l'emballage, il faut s'assurer que des dates de consommation. Peut-être qu'il faudrait que les fournisseurs marquent un peu plus souvent la date limite d'utilisation après l'ouverture du produit. Parce que l'on vieillit, on ouvre une boîte et puis on commence, on ne la finit pas parce qu'il y a trop. Et puis on ne se rappelle plus. On l'oublie un peu dans le réfrigérateur et quand on la reprend, c'est peut-être plus bon de la manger. Ça, c'est les problèmes à domicile, si vous voulez. Pour terminer, je voudrais dire un mot. La vie en institution, là, c'est très différent. Il y a, on y rentre beaucoup plus tard maintenant, mais ça constitue une rupture souvent très forte. La personne âgée a l'impression d'être abandonnée, ou on la punit en la mettant là, et elle n'a plus faim, elle ne veut plus manger, et il faut que l'institution, si vous voulez, réapprenne à la personne le plaisir de manger, le plaisir de vivre.
Oui, et la bientraitance aussi de ces personnes. La bientraitance, oui, bien sûr. Vous aviez quelques exemples concrets à nous donner sur cette vie en institution qui n'est pas toujours, en ce qui concerne les repas, forcément correctement traitée. Vous avez raison, la personne âgée, elle veut manger un peu où elle veut, avec qui elle veut, quand elle veut. Tout ça, ce sont des contraintes qui ne sont pas toujours possibles en maison de retraite. Où j'ai remarqué, moi j'ai eu l'expérience, ma femme vient de passer 4 mois en maison d'hospitalisation. Alors c'est encore un autre problème, mais disons où on vous enlève très vite le plateau repas, vous n'avez pas eu le temps de finir, le personnel est voilà, pressé, il faut aussi un peu de temps pour pouvoir manger. Alors, je faisais une allusion au cas des personnes hospitalisées de longue durée, notamment pour tout ce qui est prothèse ou orthopédie, où les hospitalisations sont 4, même quelquefois 6 mois. Et là, il y a des risques de dénutrition qui sont très forts. Et il faut des régimes complémentaires, notamment en protéines. Oui, pour éviter la fonte musculaire, notamment. Oui, absolument. Il y a maintenant, c'est en général bien fait dans les maisons de réhabilitation. Hein, mais au-delà de cet aspect purement qualité nutritionnelle du repas, il faut aussi que le contexte du repas soit pris en compte, qu'on ait le temps de manger, qu'on lui laisse le loisir de choisir aussi. Et ça contribue en tout cas à ce que la personne s'alimente peut-être plus correctement. Alors, il faut mentionner qu'il y a eu depuis le 30 janvier, les pouvoirs publics se préoccupent d'ailleurs de ça, puisque le 30 janvier, vous le savez sans doute, il y a un décret relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration. Et pour les établissements médico-sociaux et sociaux, et ce décret va dans le bon sens, il sera en vigueur le 1er juillet 2013. Donc, vous voyez qu'au niveau des pouvoirs publics, en maison, en institution, on se préoccupe de la question de nutrition. Ça avance. Voilà. Alors, je crois qu'en conclusion, pour nous, personnes âgées, il faut garder le plaisir de manger. Hein, le plaisir de manger, c'est le premier plaisir du nouveau-né, mais il ne disparaît pas avec l'âge. Plus que la quantité, je crois, c'est l'ambiance affectueuse, respectueuse du rythme. Et si le plaisir de manger reste un plaisir jusqu'à la fin de la vie, on a des chances de continuer dans le bon sens. Voilà. Tout à fait. Je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. Je ne suis pas spécialiste et après on va avoir des précisions. Plus dans les détails. Tout à fait. Mais je vais un petit peu une perspective européenne. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Que nous collaborons, Edge notamment, avec des organismes, dans des cadres, avec des critères d'éthique très, très stricts, très particuliers. Et ça se passe très bien avec la Fondation Bonduelle. Et je suis très heureux que vous nous ayez donné l'occasion de faire connaître un petit peu nos activités au plan européen, au niveau de notre association, qui, je vous dis, a pris beaucoup d'importance au cours des 10 dernières années. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Goulet.